Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Quelle Comédie, l'émission consacrée à l'actualité de la comédie française. Je regarde Arthur Lenoir et Andrea Villechange qui sont devant nous et qui filment et répondent en direct à vos commentaires et questions ce soir. Bonsoir à vous. Voilà, ils ne peuvent pas répondre, mais enfin, ils pourraient répondre, mais ils ne veulent pas répondre. Ce soir, Arthur, Andrea et moi-même recevons dans Quelle Comédie la metteuse en scène ainsi que deux des membres de la distribution de l'Avare de Molière, repris en alternance à Richelieu du 2 juin au 23 juillet. Vous finirez la saison avec cette pièce merveilleuse. Bonsoir Lilo Bord. Bonsoir. Vous avez donc mis en scène l'Avare pour la Comédie Française. La première était en avril 2022, dans le cadre de la saison Molière. Exactement. Voilà, le 400e anniversaire du baptême de Jean-Baptiste Poquelin. Vous êtes aujourd'hui une habituée de ce théâtre. Vous connaissez, voilà, à peu près comment ça fonctionne, comment la troupe fonctionne. Votre spectacle donc est repris Salle Richelieu en alternance en cette fin de saison, avec quelques mouvements dans la distribution, peut-être dans la mise en scène, vous nous direz. Oui. Bienvenue, Lilo Bord. Bonsoir, Françoise Gillard. Bonsoir. Alors, votre camarade Nicolas Lormeau m'a dit qu'en fait, je me plantais à chaque fois parce qu'il faut toujours commencer par l'ordre d'arrivée à la Comédie Française. Et je ne respecte jamais cette règle. Si je l'avais respectée, j'aurais commencé par vous, Françoise Gillard. Vous êtes sociétaire de la troupe et voilà, vous êtes régulièrement invitée à cette émission. Vous nous faites le plaisir de venir. Vous retrouvez votre rôle de Frosine, femme intrigante. On y reviendra dans cette mise en scène, donc contemporaine, on peut le dire, de Lilo Bord. Oui. Et puis, bonsoir à vous, Dominique Parent. Bonsoir. Vous êtes déjà venu, non ? Non, c'est votre première fois. Parce que nous sommes deux. Alors parfois, je pensais que vous étiez venu avec Judith, mais non. Non, je suis un petit dans la troupe. Oui, depuis 20 jours, vous êtes pensionnaire de la troupe. Vous êtes un jeune, des petits jeunes bleu. Voilà, une bleusaille. Voilà, comme le bleu de chauffe. Vous êtes entré dans la troupe le 9 mai. Le 9 mai, dernier. Voilà, ça reste une date gravée. Nous sommes le 29. Dans le marbre, une date anniversaire. Oui. Voilà, donc 20 jours. Donc 20 jours, vous reprenez dans l'Avare le rôle de la Flèche à la suite de Jérôme Pouli. Oui. Voilà, la Flèche, le valet de Cléante. Le truc de la Flèche, c'est que c'est lui qui subtilise la fameuse cassette. Oui. Donc avec beaucoup de répliques cultes ici. Voilà, vous enchaînez les punchlines. Les punchlines. Et vous avez remarqué que le logo de la Comédie Française, c'est une cible. Ah. Alors, on ne pouvait pas mieux rêver que de rentrer avec la Flèche. Exactement. La Flèche, voilà. Oh là, bravo. Ah, oui. Bravo. Alors, bienvenue, Dominique Parent. Bienvenue à la Comédie Française. Ça, je n'oserais pas. Mais en tout cas, bienvenue ici. Merci de votre présence. Lilo Bord, on a déjà parlé de l'Avare ici, mais revenons un peu sur cette histoire entre vous et l'Avare. Vous dites avoir ressenti une sorte d'angoisse, en tout cas une inquiétude à l'idée de vous attaquer à cette pièce qui est un monument, en tout cas qui est une pièce tutélaire dans l'œuvre de Molière, qui est une pièce tutélaire dans l'histoire des lettres françaises. Et puis, vous avez lu ou relu la pièce, et puis vous avez ri. Oui, pas seulement ri, mais en même temps, j'avais l'impression que je connaissais ce personnage. D'Harpagon. Quelqu'un, justement, avare, qui a beaucoup, beaucoup d'argent, justement parce qu'il cache 350 000 €. Parce qu'on fait la conversion, j'avais un stagiaire de la Sorbonne qui a fait toutes les recherches. Et pour pouvoir emprunter ou prêter 350 000 €, il faut vraiment avoir de l'argent. Et tout de suite, quand on parlait de cette cassette, moi je voyais le coffre-fort suisse où il faut l'enfermer à double clé. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit, mais j'ai l'impression, je sais exactement où il vit, ce Harpagon. Parce que vous connaissez les coffres-forts suisses, Lilo Bord. En tout cas, personnellement, je ne peux pas dire personnellement, mais c'est aussi pour cette raison-là que je l'ai situé après-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, parce que quand même, il a beaucoup d'argent qui s'est amassé en Suisse, on ne sait pas trop d'où, évidemment, et c'est vraiment, pour moi, aussi un peu pour dire, voilà, tout cet argent qui était au profit de cette guerre, qui s'est ramassé en Suisse. Vous lisez cette pièce et immédiatement, ou peut-être en tout cas, où vous cheminez vers la Suisse, dans les années 50,
40, fin des années 40? C'était pas tout de suite les années, mais c'était vraiment pour dire le coffre de quelqu'un qui est riche. Pour pouvoir prêter, il faut qu'il est crédible. Et à qui nous prête l'argent, qui nous justement ce moment pour acheter une maison, pour pouvoir avoir un loyer ou bon n'importe quoi, une voiture, c'est les banques. Et c'est pour ça que je dis, pour moi, que quelqu'un est crédible, il faut vraiment que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Parce qu'Harpagon prête, mais à des conditions. Mais à des sommes, parce que quand on relit le texte, ce qu'on est en train de faire évidemment avec cette reprise, par exemple, le fils, il veut emprunter 100 000 écus. Et vraiment, si on fait la conversion, c'est 3 500 000 euros. Et ça, à qui on peut emprunter ça? Qui a cet argent? Justement, Harpagon. Alors, vous dites également, je reviens sur tout ce que vous avez pu dire, vous imaginez qu'une fois que c'est dit, voilà. Que vous vous sentez, j'ai trouvé ça assez joli, vous dites que vous vous sentez en sécurité ici à la Comédie Française. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on se sent en sécurité à la Comédie Française? Parce que j'ai justement des comédiens et comédiennes avec qui je travaille il y a une relation qui s'est créée depuis des années. Et pour moi, c'est très, très important pour pouvoir travailler parce que j'improvise beaucoup et du coup, j'ai aussi envie d'utiliser l'univers de chacun pour nourrir la pièce. Là, vous êtes donc en répétition pour la reprise. Ouais. Et vous êtes en répétition et en improvisation ou vous êtes juste en train de... Françoise, vous étiez là au moment de la première distribution. Est-ce que vous reprenez les improvisations? Non, ce qui est magnifique avec Lilo, c'est que quand elle a quelqu'un de nouveau, elle s'adapte. Parce qu'avec Lilo, on travaille beaucoup sur le corps, on travaille beaucoup en improvisation au départ, mais elle a une capacité de regarder les physicalités, je reviens toujours avec ce mot, mais et donc Dominique est différente de Jérôme, chaque personne qui va remplacer est différente de celle qui a assumé le rôle avant, et donc Lilo, elle s'adapte à ce que la personnalité de l'acteur lui raconte. Donc les grandes lignes seront les mêmes, mais en même temps, on redécouvre les choses parce qu'elle a une nouvelle personne avec qui elle va s'adapter. Et ça, c'est merveilleux parce qu'elle ne demande pas remets exactement les mêmes chaussures. Parce que souvent, c'est ça, quand on remplace un rôle, on doit avoir l'humilité de remettre les chaussures de quelqu'un qui les a déjà portées. Parfois le costume. Je ne sais pas si vous avez hérité de son costume. Oui. Alors, il y aura peut-être des variantes. Les chaussures, il faut évidemment de la bonne pointure, donc c'est pas les mêmes. On va changer. Mais moi, je pense souvent à l'image, effectivement, de la chaussure lors d'une reprise. Ça m'est arrivé dans ma vie d'avant de reprendre des rôles. Et parfois... très rapidement, même avec parfois c'était fou. Un dimanche on m'appelle et le mardi j'étais sur scène. Et là je dis tout le temps, on n'a pas d'autre choix que de mettre les chaussures du camarade qui était avant nous. Il y a la captation qui permet de défricher déjà, de dessiner, mais il faut très vite ne plus la regarder. Si bien c'est pour le travail à la maison, prendre quelques notes, entrée, sortie, les places, et puis après il faut se le réapproprier bien sûr. Mais c'est vrai que moi j'aime ça, moi. Enfin je trouve ça. Où j'ai même été partenaire de camarades qui j'étais en face, comme toi, comme Françoise, qui est dans le rôle de Frosine, déjà dans la première version, et d'accueillir un remplaçant et d'être avec lui, ça c'est quelque chose qui est toujours jubilatoire aussi. D'autant que parfois... Pourquoi c'est jubilatoire? Parce que ça nous on a le vécu, la construction lente des 2 mois, quand c'était encore le luxe d'avoir 2 mois de répète, ici, ou en tout cas 6 semaines. Ici c'est vrai qu'on les a. À l'extérieur, parfois, ça se réduit, c'est peau de chagrin. J'ai pu répéter fut un temps avec Jacques Nichet 3 mois, par exemple, c'était merveilleux. Et puis 2 mois, et puis ensuite de 2 mois, on est passé à 7 semaines, puis 6 semaines, et puis parfois 5 semaines. Bon, et comme on a tout ce travail qui va s'élaborer, se construire avec par le biais peut-être des improvisations, du temps de se connaître, du travail à la table, cette lenteur, c'est ce décollage en douceur. Quand on arrive, par contre, dès qu'on a 3 semaines,
Et puis il y a d'autres remplacements. Et puis il y a pas les disponibilités non plus des salles, etc. Bon, bref, il y a des contraintes, comédiennes en alternance. Voilà, il y a l'alternance. Il faut composer avec tout ça, reconstruire le puzzle. Mais c'est vrai que d'accompagner quelqu'un quand nous on est passé par là, c'est aussi c'est là que je me suis dit que c'est pour l'avoir vécu de l'autre côté, il faut être extrêmement bienveillant. Et c'est le cas de cette équipe. Moi, je suis comme un poisson dans l'eau avec eux, parce que les inquiétudes sont balayées. Alors la sécurité, je la ressens justement pour le coup. C'est vrai que de commencer avec Lilo que je ne connaissais pas. Est-ce que c'est en tout cas, moi c'est ma première, donc c'est une première. J'arrive. Vous arrivez, vous faites la barre. J'apprends les 450 noms par cœur, tout doucement, du cintrier, du gardien, de la billeuse, et c'est fou cette maison. Et donc je la découvre petit à petit. Je me suis déjà perdu dans les couloirs. C'est un peu la pyramide de Khéops. J'ai eu peur à un moment d'être enfermé pour la nuit. Avec la momie. Avec la momie, de devenir de Molière. Et donc et de petit à petit, j'apprivoise la maison. Et puis mais là pour l'instant, je suis comme un enfant qui déballe son cadeau au pied du sapin. C'est un grand bonheur. Mais d'être sur ce projet-là, avec cette équipe-là, c'est jusque là, c'est merveilleux. Enfin, c'est super. On est très enveloppé, très accompagné. Lilo a une écoute, un regard. Et comme dit Françoise, elle travaille et sur la physicalité et sur l'humain, sur l'humanité. Vraiment comme dit je m'interdis de le citer parce que sinon je vais le citer pendant tout le temps jusqu'à là, tout le temps, toutes les 3 phrases. Mais quelqu'un avec qui j'ai beaucoup travaillé dans toute ma vie pendant 30 ans. Ce n'est pas c'est pas avec les personnages qu'on travaille, mais avec les personnes. La notion de personne d'abord. Et puis voilà, ça vient petit à petit se greffer, on se rencontre. Lilo Bord, ici, donc il y a cette pratique de la reprise. Vous avez fait 2 ou 3 reprises de La puce à l'oreille. C'est une bonne question, je crois 3. 3 ? Oui. Quelles sont les vertus de la reprise ? Après, je vous poserai la question, Françoise. Oui. Est-ce qu'il y en a ? J'espère que oui. Mais complètement. Parce que on regarde le texte différemment. Et justement, parce que c'est des personnes, pas des personnages qui reprennent. Souvent, la distribution bouge un peu. Oui. C'était comme Jérémy Lopez, qui était repris par Benjamin Laverne. Puis Johan Gazurowski dans La puce à l'oreille. Exactement. Ouais. Et c'est pas du tout la même façon de jouer. Et moi, je trouve j'aime de relever un peu leur façon de voir le rôle. Et évidemment, ça change complètement. Et par exemple, là, dans l'Avare, il y a deux jeunes académiciens, Vincent Breton et Olivier Desbaches, que je leur ai demandé de pas du tout regarder la captation. Je voulais vraiment que les deux se jettent dedans et qu'ils n'ont rien vu et du coup qu'ils écoutent le texte et qu'ils apportent quelque chose de nouveau et de différent. Exactement. Parce que ça aide ça aide la distribution quand on a un regard nouveau et qu'effectivement on a quelqu'un qui arrive et qui... Ce qui est beau, c'est que en même temps, au début, il faut qu'on efface ce qui a été. C'est comme si on disait au revoir à quelqu'un et bonjour à quelqu'un d'autre. Parce que Frosine a quand même une scène magnifique avec la flèche. Avec la flèche. Donc, avec Jérôme, on avait construit quelque chose et puis on construit autre chose avec Dominique. On se rencontre, on apprend à se connaître, à travailler. C'est vrai que on n'a pas un temps énorme. Mais ce qui est beau, c'est qu'au départ, j'entendais les répliques et j'entendais la voix de Jérôme. Et maintenant, on est passé à autre chose. Maintenant, c'est Dominique. Voilà. C'est pour ça qu'on dit au revoir à quelqu'un qui a accompagné avec vous et on dit bonjour à quelqu'un d'autre. Et alors, en même temps, on essaye d'être à l'écoute parce qu'il ne faut pas qu'on se fige en disant « mais moi, je le faisais comme ça, je veux faire comme ça ». Il faut aussi avoir la souplesse d'accueillir autre chose, de dire « tiens, comment on va mettre en accord ce qui a été fait et ce qui va naître ». Et ça, c'est beau parce que nous, ça nous oblige à ne pas rester sur des choses figées et même de réentendre en se disant « oh tiens, j'avais jamais entendu ça comme ça ». Le sentiment, moi, tout à l'heure, le sentiment, ça m'étonnait même, je dis, ils doivent tout savoir déjà, forcément. Il y a eu tout le travail qui a été fait avant, de creuser la dramaturgie, le temps organique d'y aller tranquillement et de chercher tous ensemble. Et donc, dans le cas d'une reprise, et en fait, non, je vois qu'on continue à découvrir des choses, des nouvelles choses. Tiens, on n'avait jamais entendu vraiment ça. Tiens, oui, si on le regarde sous cet éclairage-là. Mais c'est vrai que par rapport même à Jérôme,
j'avais fait une fois un spectacle, l'affaire de la rue de l'Oursine, et on était en binôme, mais on était une double distribution pour des raisons un peu comme ici d'ailleurs, hein, donc je l'avais jamais vécu comme dans l'alternance ou au cas où. Bon, et c'était chez Jérôme Deschamps et le camarade Arnaud Pfeffer, on était deux à se partager le rôle de Mistingue et l'Englumé, et donc le rôle de Mistingue, et il y avait un lever de rideau avec un petit courteline où pareil on alternait, mais on était tout le temps en tournée avec la troupe. Parce que tantôt on jouait dans le courteline, tantôt bon bref. Et quand on a élaboré ensemble, eh ben on se refilait des trucs. C'est un peu, et on se passait, c'est un peu comme le passage de relais et les objets. On va revenir aux objets, bah oui, les accessoires, le bananier, le costume, des choses sont là. Et là, pour le coup, on a effectivement reprendre le costume, le rôle, et les objets font aussi un passage de relais, sont des signes, et c'est ce dont parle très très bien d'ailleurs Pierre-Louis Calix dans Molière Matériaux sur la canne de son grand-père. Enfin, je passe son Sibyllis, hein, voilà, oui. Et son livre. Du passage, et effectivement, quand on reprend un rôle, moi je trouve, j'ai besoin aussi de me réapproprier des choses que l'autre a proposées et me dire, ah, il a fait ça, c'est vachement bien. Ben, je vais le faire aussi, mais forcément à ma façon, à ma manière. Mais c'est pas désagréable. Et quant aux reprises, pour l'histoire de la reprise, ce n'est pas pareil je pense pour les camarades qui l'ont joué dans la première version, nous, c'est encore autre chose, mais je pense c'est pas une qualité d'acteur, hein, parce que là, je parle pas du tout de ça. Évidemment, quand on change de distribution, c'est autre chose. Mais pour ceux qui restent dans la place et qui vont de rôle en rôle, et parfois des années, je me souviens toujours d'une interview de Denise Jans qui disait qu'elle avait joué dans toute sa vie ici, le rôle de je ne sais plus quel rôle chez Molière, elle l'avait joué 4 ou 5 fois en 30 ans de maison. Mais qu'à chaque fois, le rôle avait continué à vivre en elle et avait grandi, et même dans des mises en scène différentes, avait grandi en elle, et qu'il était toujours de mieux en mieux, comme un bon vin qui aurait vieilli en cave et qui avec les années ne ferait que bonifier, quoi. Et j'ai souvent vu des reprises j'ai jamais vu des reprises redescendre plus en dessous. Enfin, est-ce que les reprises, parce qu'on parle de votre travail à vous, mais il y a la réception, c'est une pièce qui a eu beaucoup de succès, le public a adoré, l'avare. Est-ce qu'il y a des différences de réception ? Est-ce que ça marche à chaque fois ou est-ce que ça ne marche pas à chaque fois selon, par exemple, La puce à l'oreille ? Est-ce que vous n'êtes pas là à chaque représentation, une fois que vous avez fait votre travail pour la reprise, voilà, Je trouve, quand j'ai pas vu le spectacle depuis un moment et quand je reviens, ça va un peu quelquefois dans tous les sens. C'est-à-dire, on joue devant un public, le public rigole, surtout une comédie, je pense, et du coup, on a envie de faire rire le public. Et moi, ce que je ressens quand je reviens, c'est dire non, il faut enlever. Parce que plus que c'est proche de la vie et plus que c'est des personnes qu'on connaît quelque part, hein, on connaît tous des avares, par exemple, des gens très radins, plus que c'est vrai, que c'est pas exagéré, on peut dire quand il dit argent, c'est un petit peu extrême. Oui, mais c'est un peu extrême parce que ça venait aussi à cause des manifs. Qui se passaient en même temps. Et du coup, justement, il a dit, mais voilà, tout le monde... Ça, c'est Laurent Stocker, on reprend, qui joue Harpagon, et voilà, il dit l'argent, et il finit en manifestant avec une fausse banderole, et voilà. Exactement. Et là, c'est un peu extrême, il est radical. Oui, mais pour dire, ça venait parce qu'il y avait eu tellement de manifestations à ce moment-là, et pareil aussi, le théâtre qui était fermé, et du coup, je pense aussi que ça l'a... Il y a des choses de l'extérieur qui rentrent sur le plateau. Mais je pense plutôt quelquefois d'enlever un peu pour retrouver la vérité, le sens d'où on est parti au départ. Françoise Gillard, donc vous retrouvez Frosine, femme d'intrigue, pas intrigante. Est-ce que vous la retrouvez là où vous l'aviez laissée il y a un peu plus d'1 an, quand... Oui, entre-temps, il s'est passé d'autres choses. Mais c'est ça qui pour est vous bien, aussi, en tant que comédienne, il s'est passé des tas de choses. On retrouve les personnages, mais comme disait si bien Dominique, ils continuent à grandir en nous.
Donc on les retrouve un peu différemment. On se dit tiens ça. En même temps, j'ai beaucoup de plaisir à la retrouver parce que c'est un personnage hyper intéressant. Et souvent, on en fait une espèce de prostituée un peu vulgaire et c'est pas du tout ce que m'a proposé Lilo. Non. D'ailleurs, on s'est inspiré de la vraie Madame Claude. Et quand on regarde des images de la vraie Madame Claude ou des interviews, on dirait une bourgeoise du 16e qui avait une vie incroyable et en même temps qui est partie avec tous ses secrets. Elle n'a jamais rien divulgué. Et voilà, donc c'est une femme d'affaires. Et c'est très intéressant. Elle fait ça parce qu'elle n'a pas le choix. En plus, par rapport à la liberté de la femme, c'est une femme qui n'est pas entretenue par un homme, qui a choisi la liberté, forcée ou pas, je n'en sais rien, mais en tout cas de s'émanciper et de s'assumer. Et donc, c'est un joli personnage parce qu'elle fait ce choix-là, c'est une femme d'affaires, elle n'a pas le choix, elle doit gagner sa vie et c'est comme ça qu'elle la gagne. Et en même temps, c'est un personnage extrêmement humain. Enfin, moi, je la trouve très humaine. Et souvent, on ne montre pas cet aspect-là toujours forcément d'elle. Mais justement, c'est ça qui est intéressant. Me rendre serviable aux gens et profiter du mieux que possible des petits talents que je puisse avoir. Tu sais que dans ce monde, il faut vivre d'adresse. Ça, c'est l'une de vos répliques. Pour moi, le Senna donné d'autres rendent que l'intrigue et que l'industrie. Autrement dit, je n'ai pas le choix. Elle est intrigante parce qu'elle n'a pas le choix. Parce qu'elle n'a pas le choix. Parce qu'elle est une femme. Parce qu'en plus, en fait, c'est ce qu'on voit dans la pièce. Les jeunes filles vont être mariées. Elles vont passer du père au mari. Donc, elles vont avoir une sécurité naturelle en étant mariées après avoir quitté la famille. Et là, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de mari. Il y a pas... Donc, c'est quelqu'un qui a choisi une forme de liberté. Donc, c'est intéressant aussi. Là, vous procédez à des petits calages, des petits ajustements avec Frosine. Oui, déjà avec la flèche, Dominique, avec Laurent, on retrouve des petites choses, on se redit des nouvelles choses, ou parfois des petites choses qu'on a senties peut-être en représentation, on sentait que ça marchait moins bien, donc on essaie de voir comment on peut améliorer avec tous les partenaires. Et en même temps, c'est ça qui est magique, c'est de pouvoir retrouver les choses qu'on a laissées de côté. Puis en même temps, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui est beau aussi dans les remplacements et tout ça, c'est qu'on se rend compte qu'aucun rôle ne nous appartient. On va un temps l'endosser. Même quand on y a... Frosine, il y en a eu plein avant, il y en aura plein après. Oui, mais même quand on y a mis beaucoup de soi, même quand ça a été de la souffrance et beaucoup de joie. Il faut avoir l'humilité de se dire que ça ne nous appartient pas. Qu'à un moment donné, on a fait un bout de chemin et puis hop, on le rend à la postérité. C'est ce que je dis toujours. Mais c'est ça qui est beau aussi. Voilà. Dominique Parent, donc vous reprenez le rôle de la flèche, on l'a dit. Vous arrivez à peine, vous êtes encore en répétition, vous venez de monter sur le plateau, vous avez quitté les salles de répétition pour le plateau, vous prenez vos marques plus ou moins dans un costume et des chaussures qui sont plus ou moins les vôtres, on va dire. Ça, c'est vraiment l'une des particularités de la comédie française, même si c'est quelque chose que l'on fait dans le théâtre en règle générale, mais ici, ça fait partie de la pratique. Bien sûr. C'est ce que raconte effectivement votre camarade Pierre-Louis Calix dans Molière Matériaux, c'est cette espèce de transmission, sincèrement. Donc là, vous êtes là depuis 20 jours. Oui. On s'y met vite à cela. On n'est pas un peu décontenancé par cet usage. J'étais dans un état, Hervé Pierre a dit à un camarade qui me l'a rapporté, il exulte. Ah, alors c'est vrai. Hervé Pierre, qui contrairement à vous, donc vous arrivez, lui s'en va. C'est des camarades et Michel aussi. Villermoz. J'ai dit à Michel, tu t'en vas, tu te barres parce que j'arrive, c'est ça. Il était un camarade de promotion. Ouais, non, mais c'est vrai que la place est chaude, m'ont dit mes camarades qui sont partis. Mais c'est vrai que c'est la première chose que j'ai dit à Eric quand il me l'a proposé en juin dernier sur un bout de comptoir, rassurez-vous, non pas d'un bistrot, mais du Poche Montparnasse. Et je lui ai dit, qu'est-ce que je peux te répondre? J'étais totalement, je suis tombé des nues quand il me l'a proposé. Et la première chose qui m'est sortie de la bouche, j'ai dit, c'est un rêve de gosse. Donc c'est vrai que je suis encore, comme je vous disais tout à l'heure, je suis en train de jouer contre d'apprendre les prénoms et de... Oui, voilà, mais mais c'est merveilleux. Enfin, c'est vrai que finalement, j'ai roulé ma bosse 33 ans depuis la sortie du conservatoire. Voilà, dans des choses merveilleuses et je vais pas faire ma coquette. J'ai 60 ans et je rentre l'année de mes 60 ans. Comme d'ailleurs mon papa de théâtre que je salue, Pierre Vial, qui en a 96 aujourd'hui, 95, 96, et qui était rentré, m'a dit son fils, à l'âge de 60 ans. Ça donne de l'espoir. C'est le premier jour du reste de votre vie. Voilà, c'est ça. Si j'en ai encore pour 35 ans, alors c'est pas mal. Non, mais c'est vrai que
je suis à chaque fois, je suis comme ça, j'écarquille les yeux, puis si je passe dans un couloir, là c'est la loge de Didier, c'est la loge d'Elsa, c'est la loge de Françoise et ma voisine. Enfin, j'adore. Puis alors la loge, j'ai immédiatement, ils ont été vraiment très sympas parce que j'ai eu l'honneur d'avoir une loge, parce que normalement, je devrais partager ma loge en tant que fonctionnaire. Oui, vous devriez partager votre loge. Alors, est-ce que je sais pas, est-ce que c'est dû à mon grand âge? Je ne sais pas, mais j'ai une loge pour moi tout seul. Et, que vous avez investi immédiatement, j'ai couru, j'ai ressorti des cartons, des vieilles photos, que je dis un jour, il faudrait que je les mette au mur, quelque part, si j'ai un jour un bureau, dans ma maison, une chambre à vous, une chambre à moi, voilà. Comme Virginia. C'est peut-être qu'un jour, là, ça y est, je m'installe, j'ai acheté des rideaux. Vous les connaissez, les loges, Lilo? Non. Il y a un très joli livre qui existe qu'on peut trouver ici, de photos de vos loges qui sont des endroits uniques en fait. Oui, parce que c'est vrai en tournée dans les spectacles quand on restait longtemps, par exemple, encore une fois, Jacques Nichet à Toulouse ou à Montpellier, on y passait 4 mois, 3 mois de répétition, 1 mois de jeu sur place, et des fois on y revenait même. Donc à un moment, on commençait à décorer, et en partant, il y a forcément un jour, au bout de 4 mois, on prend un sac et puis on met dedans les petits mots de première, les cadeaux, les cartes postales, les photos, les guirlandes, et j'en passe, les petits gris-gris. Et tandis que là, c'est différent, c'est vraiment inouï quoi, d'avoir cet espace à soi, quoi. Alors la flèche, donc votre personnage qui subtilise la cassette. Oui. Comment vous le définiriez, en tout cas son comportement? Est-ce qu'il est outré par Harpagon? Quelle est sa fonction dans cette pièce? Est-ce que c'est je pense qu'à la morale? À l'instar de Frosine, ils sont dans le même monde. C'est pour ça qu'on s'est aussi raconté que Frosine et la Flèche se connaissaient. Peut-être même qu'ils avaient été... si on imagine une petite communauté, une petite bourgade où vit Harpagon avec tout ce monde, ses laquais, ses valets, ses gens, le petit monde de Molière. On s'est dit peut-être, c'est pas impossible que Frosine et la Flèche étaient... à l'époque, c'était pas mix, je vais dire, à l'école ensemble, mais en tout cas, ils se connaissent bien. C'est pas la première fois, ils se découvrent pas. Et ils ont les mêmes intérêts, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Et la Flèche est le valet de Cléante, donc du fils. Du fils qui va demander les écus. Voilà. Et donc, je crois qu'il a, comme souvent chez Molière, c'est ça qui est merveilleux dans les rôles des servantes, des valets, qui sont souvent quasiment il y a des géniteurs atroces, les parents, les pères atroces, les pères atroces, la mère est morte. Enfin, d'ailleurs, ça raconte évidemment tout ça, on le retrouve dans la biographie de Molière, mais et puis évidemment, les nourrices, comme les nourrices ou les valets sont comme des parents adoptifs. On peut imaginer que la Flèche s'est occupé de Cléante depuis qu'il était petit, et il aime son Cléante. Enfin, c'est son gamin presque. Il va tout faire pour l'aider. Et évidemment, il a un dégoût du père, mais il n'a pas le choix. Alors là, on a pris le parti que la Flèche effraie, il fait très peur à Harpagon. Dans d'autres traditions, le pauvre la Flèche, il se prend des coups de volet de bois vert, des coups de bâton. Là, il l'impressionne physiquement. Les rapports sont inversés, oui. C'est un peu c'est le parti pris aussi de ce projet et de Lilo, mais et effectivement, ça. Je suis juste on est en train de le défricher, et puis on n'a pas fait encore une vraie traversée complète, puisqu'on n'est pas encore au premier bout à bout, on a fait en pièces détachées pour l'instant. Mais ça y est, je commence aussi à tirer le fil et de voir qu'effectivement, dans tout ça, il y a cette comment on dit, j'ai pas le verbe pour dire ruser, hein, cette ruse, le caractère de la Flèche, c'est cette espèce d'intelligence intuitive et aussi il s'en laisse pas compter. Mais il a comment dire, de face à Harpagon, par exemple, dans la scène de la fouille, la fameuse scène célèbre de la fouille, il a rien à se reprocher. Donc il est furieux. Il est furieux, mais il a pas besoin. Enfin, il est juste. C'est pas de l'arrogance non plus. Il est là, il a rien à se reprocher, et il dit à l'autre, il dit à Harpagon, vas-y. Un peu comme si on se faisait fouiller par la police dans la rue. L'humiliation, l'humiliation n'a pas besoin d'être démontrée par une fureur, au contraire. C'est allez-y.
J'ai rien à me reprocher, moi, fouillez-moi. Et il y a ce personnage, il est effectivement, il y a pas d'autre chose à jouer que d'être dans ce corps-là, bon, le corps que j'ai, et puis on fait avec, hein, mais on évoque parfois l'Indien du vol au-dessus d'un nid de coucou, c'est-à-dire il est là, il est avec une masse, quoi. Et puis il impressionne, il n'y a rien à faire, il n'y a pas plus à faire que d'être à cet endroit-là. Et puis dès qu'on passe dès qu'il y a la scène avec Cléante, là, il va faire en sorte de faire passer l'information de manière. Quelle information? L'info, c'est le prêt. Le fameux prêt. Avec mais on est bien d'accord que la flèche ne sait pas encore que c'est Harpagon, le prêteur. Ils ont juste eu affaire à l'entremetteur, Maître Simon. Donc, il est là pour expliquer au fils que les choses vont se faire, mais il faut faire passer quand même pas mal de pilules, c'est-à-dire que ça va coûter très cher, cette histoire. Mais il lui dit, écoute, c'est formidable en même temps. Regarde, il y a tout ça. C'est inouï quand même ce qui est. Regarde la fameuse liste, le mémoire de tout ce qui est demandé dans carrément une espèce de caverne d'Ali Baba. Une feuille de route qui est intenable. D'antiquaire, en fait. Des choses luxueuses. Enfin, des choses, des tapis précieux, des soies précieuses. C'est ça qui est génial chez Molière, dont le père était quand même tapissier, donc on voit des termes techniques, la serge d'Aumale, le point de Hongrie. Tapissier du roi. Tapissier du roi, donc tous ces termes, les termes, les piliers tournés, les escabelles, tous ces termes de tapissier, d'ébéniste, et toute cette liste. C'était incroyable parce que voilà, c'est un peu comme la liste des plats de Maître Jacques. Ça, on se délecte à ce moment-là. Alors le comique, vous avez parlé de physicalité. Bien sûr. Non, mais la physicalité, enfin, est-ce que cela veut dire que l'île au bord pratique un théâtre physique? Est-ce que qui vient convoquer vos corps peut-être avant le reste? Est-ce que c'est ça ce que ça veut dire, la physicalité? Oui, totalement. Et dans tous les spectacles que j'ai vus de Lilo, il y a cette chose que moi j'apprécie énormément parce que c'est quelqu'un qui aime travailler sur le corps, qui connaît les corps, qui sait travailler avec les corps. Il y a quelque chose de l'ordre du chorégraphe chez Lilo. Et dans votre jeu de jambes, dans votre petit costume années 40, dans quel costume elle nous met, dans quelle situation elle nous met, elle sait exactement où elle va et en même temps, elle utilise notre identité physique. Et ça, j'ai toujours adoré dans le spectacle de Lilo. Je vois comment elle a utilisé les acteurs, que parfois je connais bien, et je me dis, elle a puisé ça et elle a développé ça, et c'est juste extraordinaire. Donc c'est avoir la capacité de voir comment ça se déplace et où j'emmène la personne avec cette capacité. Et je l'ai vu dans les remplacements parce que la puce, je l'ai vu avec les remplacements. J'adore ce spectacle. Et donc, je l'ai vu avec tous les remplacements. Et chaque fois, c'était le même personnage, mais c'était pas la même chose. Parce que Johan n'a pas le même corps que Benjamin, qui n'a pas le même corps que Jérémy. Et même si le personnage avait une énergie commune, il y avait quelque chose qui se dessinait de l'identitaire physique qui était génial, mais elle peut en parler sur moi. Ça veut dire que vous observez les gens évoluer, marcher, rentrer dans la pièce, comment ça se passe? Oui, c'est un peu comme un défaut. Non, ça me fascine, l'humain. Ça me fascine la démarche, ça me fascine Malbridge. Je ne sais pas si vous connaissez ce photographe qui avait analysé les mouvements. Je trouve ça très justement fascinant. Par exemple, la présence de Johan Gaziorowski qui joue le même rôle que Jérémy Lopez. Par exemple, que Jérémy était beaucoup plus son personnage qu'il avait lui interprété la première fois, c'était beaucoup plus nerveux. Et Johan, c'était parce qu'il se tient complètement différent et du coup on a profité de ça aussi pour que c'est quelqu'un beaucoup plus méprisant et peut-être aussi dangereux. Et il était plus inquiétant dans ce rôle que Jérémy Lopez. Inquiétant, c'est après ça dépend comment Serge Pactasserin justement jouait avec lui de la peur que ça déclenchait parce qu'un petit nerveux on peut avoir très très peur parce qu'on sait pas où ça va. Mais je trouve que c'était beaucoup plus c'est pas menaçant peut-être. C'est ça le bon mot, menaçant. Donc vous observez vous avez ce défaut, sinon c'est pas un défaut,
on va dire. Je peux pas m'en passer. Voilà. Ça veut dire que il y a une espèce de, enfin, il y a une approche qui est d'abord physique. Oui. Et vous dessinez vos personnages en fonction de l'acteur que vous avez en face de vous et sa façon de bouger ou de... Non, c'est pas que je dessine, c'est leur proposition après. Moi, comme j'ai dit la première semaine, on travaille beaucoup en improvisation sur le thème. Là, c'est sur le thème de l'avarisme, donner l'amour ou pas l'amour. On est même avare au niveau des sentiments, au niveau de montrer justement des émotions. Et je fais des propositions et après c'est les comédiens qui jouent et par exemple Jean Chevalier et Laurent Stocker, ils sont Jean qui joue Cléante, son fils. Il a vraiment une morphologie similaire. C'est vraiment un peu d'eux qui ont commencé à comment dire, à se laisser influencer peut-être un de l'autre, justement. Ils ont commencé à prendre quelquefois les mêmes... Ah oui. Oui, en s'observant, mais ça vient aussi d'eux. Moi, les mêmes poses, les mêmes oui, bon, des petites choses. Comme un père et son fils. Oui, aussi quelqu'un tout à coup qui devient colérique et après se calme. C'est aussi dans le jeu. C'est pas juste dessiner physiquement qui dit, parce que ça vient quand même d'un texte très très profond et qui est toujours relevant aujourd'hui, en 2023. C'est ça que je trouve. Vous voulez dire qu'il a une pertinence qui est contemporaine? Complètement, parce qu'il a des mots que justement le père, il a dit il faut se soumettre, c'est la soumission qui compte d'un fils à son père. Et après, le fils qui dit alors je me soumets à toi si je peux avoir cette femme que j'aime. Et il a beaucoup de comment dire, des vérités ou des profondeurs. Pour moi, c'est ça là-bas. C'est juste parce que j'aime travailler un tout. Je reviens toujours à la même chose. Aristote, c'était un coureur de marathon. Son corps n'était pas du tout séparé de son esprit ou de sa parole. C'est un tout. Alors Harpagon, donc joué par Laurent Stocker, est un banquier suisse qui s'agite pas mal sur son gazon en pente, le gazon de son parcours de golf, parce que c'est un des cadres. On est après la guerre en Suisse, Milwaukee, chez vous. Harpagon prête de l'argent à des taux et des conditions démesurées. Est-ce que l'argent, c'est l'un des enjeux, sinon l'enjeu premier de cette pièce? Est-ce qu'il y a des enjeux dans cette pièce? Est-ce que c'est le patriarcat? Est-ce que c'est l'autorité du patron? Ou est-ce que par quoi vous commencez? C'est les deux. Évidemment, d'abord c'est l'argent, parce qu'on parle de l'avare. Le titre, ça dit bien l'avare. Mais à part l'argent, qui est vraiment le premier enjeu, c'est aussi l'avare dans les sentiments envers ses enfants, parce que justement, la première chose qu'il dit, il donne son fils, il veut donner son fils à une veuve qui a beaucoup d'argent, et sa fille à un homme, justement, qui est déjà âgé, mais qui a plus d'enfants, qui veulent profiter de son argent, en plus sans dot. Ça veut dire déjà, c'est par rapport à ses enfants, il calcule au niveau de l'argent. Les sentiments, ça ne compte pas. Et d'ailleurs, la scène que je trouve tellement fort c'est dans Acte 4, entre le fils et son père, c'est quand le père, il demande des questions. Alors, Marianne, justement, la femme que tous les deux hommes aiment, bon, je dirais pas que l'avare, il l'aime, il est juste fasciné. En tout cas, il est intéressé. Il est intéressé parce que c'est une belle fille et il est intéressé par la femme qui aimerait épouser son fils Cléante. Je pense que c'est ça aussi. Alors, il demande justement son fils, qu'est-ce que tu penses de cette femme? Et quand son fils, finalement, lui avoue qu'il aime beaucoup et qu'elle aussi, elle a montré quelques sentiments vers lui, c'est là où il tourne complètement. Elle me dit, mais tu sais quoi? C'est moi qui va la marier. Et je trouve, pour moi, c'est une scène ça montre tout du patriarche et d'une tyrannie et d'un dictateur. Je vais dire, il a tout là-dedans. Et l'emprise d'un père sur ses enfants. Vous trouvez que c'est les unes les autres une pièce
qui a des échos contemporains, qui vaut pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un chef-d'œuvre de la littérature, du théâtre, mais aussi qui fait écho à des tas de choses tout à fait réelles, concrètes aujourd'hui. Ah oui, évidemment. Mais d'ailleurs, est-ce qu'il faut que ce soit le cas pour qu'une pièce soit entendue aujourd'hui, à votre avis? Je pense qu'à partir du moment où on fait appel à des émotions humaines, elles sont universelles et elles indémodables. C'est-à-dire ici, on parle de l'avarisme, mais que ce soit les grandes émotions amoureuses ou autres, c'est l'être humain dans ce qu'il a de plus basique. Et on voit bien que l'histoire, le temps, même si les choses évoluent, les sociétés changent, le fondement de l'être humain reste les mêmes. Et là, l'avarisme, comme dit si bien Lilo, c'est pas que l'argent, c'est une maladie. Il est en rétention, il veut tout garder pour lui. Et évidemment, ça va souvent de pair. Voilà, ça va souvent de pair. Les gens avares, et on en connaît tous, sont souvent très avares émotionnellement aussi, de pas de leurs émotions. D'ailleurs, tu le dis au père, tu vas dépasser tes enfants, oui, tu vas mourir bien après eux. Oui, et lui, il a dit tant mieux. Oui. C'est vraiment aussi la question. Comme ça, il sait qu'il ne donnera rien. Tout ça en toussant tous ses poumons. Oui, mais c'est ce que disait Laurent quand il travaillait son personnage. Il disait, il est malade. Voilà, c'est vraiment garder la peur que quelque chose échappe. Et Marianne, il la veut parce qu'il veut la posséder. C'est un truc de l'ordre comme un objet. Mais c'est fou. Hein. Moi, je ne citerai pas parce que c'est très intime. Et puis, bon, on est filmé. Donc, mais je connais quelqu'un de très, très, très proche, dont le père a vécu jusqu'à 100 ans. Et à 100 ans, il était encore furieux. Il disait, vous allez me prendre mon argent. Vous allez me prendre mon argent. Il avait amassé. Et là, il est mort il y a même pas 5-6 ans, là. Et ils lui ont pris son argent. De toute façon, de fait, ils ont hérité après, mais il n'a rien donné de son vivant. Il n'a pas fait en sorte qu'il y ait une succession de dispatcher le bien. L'avarice, c'est une notion à haut potentiel comique? Pour moi, oui. Comme l'interprète aussi Laurent. C'est parce qu'il vit, il se baigne dans son argent, et quand il pense à son argent, il commence à briller, à rayonner. Et d'ailleurs, il dit... Frosine, par exemple, dit, de toute façon, il sera mort dans 3 mois, comme ça, tu pourrais te marier avec... quand Harpagon, il serait mort, tu pourrais prendre quelqu'un plus jeune. Et lui, ou tu le dis, c'est surtout ça ce que je voulais dire, tu dis, je sais, il vous aime bien, mais il aime un peu plus l'argent. Et dès qu'on parle de l'argent, c'est là où il commence à vivre. C'est vraiment l'argent versus l'amour, ou versus tes sentiments. La vie, non? Mais oui. Alors, le comique chez vous arrive par des prismes divers, l'île au bord. Il y a les costumes. Votre costume à vous est un peu contraignant, donc votre corps, en fait, de Frosine doit s'adapter. Et il y a quelque chose de comique qui arrive. Il y a les accessoires. Là, je vais pas tout raconter, mais il y a une voiturette qui est quand même, qui rend tout un peu absurde. Ce plan incliné en gazon. Il y a la mini banane. Il y a ces lumières qu'Harpagon éteint. Vous parliez tout à l'heure de quand vous arrivez sur une reprise, vous avez l'impression que la vie a un peu repris sur le plateau et qu'il faut un peu... Le comique, c'est quand même un art très précis. Le rire, aller chercher le rire, ça nécessite toutes ces choses-là, tous ces détails-là très précis. Oui, c'est une question de rythme. Plus que le drame, plus que la tragédie. Je pense que c'est très rythmé, parce que souvent, c'est pas, peut-être si c'est entre un dialogue entre la flèche et Cléante, souvent, c'est pas celui qui a lancé le texte qui récolte le rire. Mais c'est justement... c'est une mécanique collective. Collective. Exactement. Très juste, collective. Et il y a vraiment une transmission dans l'art du rire depuis Molière. Après Molière, il y en a évidemment eu d'autres qu'on a retrouvés. Il a des héritiers chez Marivaux. Et puis après, plus tard, on arrivera au 19e siècle. Et puis à la Biche, et la Biche va transmettre à Feydeau, etc. Et c'est vrai que l'art du rire, c'est quelque chose c'est comme l'art du clown, c'est impitoyable. Et c'est à l'épreuve. C'est vrai qu'on l'affine parfois à l'épreuve du public.
C'est impitoyable, c'est le public qui est impitoyable. Alors là, il y a les fameux pilotages. Vous savez, quand au théâtre, il faut faire super gaffe de pas enchaîner tout de suite s'il y a une vague de rire, sinon le texte il passe à l'as. Donc parfois on fait du surf comme ça. Ouh là là, il y a une vague de rire qui arrive, il faut reprendre au bon moment. Et on peut se rendre compte que quand on joue 50 fois un spectacle où tous les soirs c'est un rendez-vous, c'est assez fou d'ailleurs. Je me souviens d'un spectacle où c'était terrifiant parce que je savais que la vague de rire allait être telle que pendant les premières représentations, j'avais un fou rire avant de dire ma phrase. Enfin, je devais ravaler un fou rire parce que je dis mon Dieu, allez, pense à autre chose et ça ne loupait jamais. Il y a une réplique qui était lancée, comme tu dis, par celle qui jouait ma femme, et quand je lui répondais, et là il y avait une déflagration dans la salle avec une simple phrase, parce que là c'était Rémi Devos en l'occurrence l'auteur, mais c'est un art, l'art de construire ça, et c'est une métrique aussi. Hein. C'est-à-dire que si on fait une virgule en plus, un son parasite, comme tu c'est à ce point-là de précision. Ah bah oui, et on se rend compte d'un soir sur l'autre que si jamais on loupe une marche, le rire sera moins intense ou carrément alors le comble c'est absent. Alors là c'est ce qu'on appelle le bide, et là c'est il y a vous qui le savez. Oui, parce que évidemment mais ça fait drôle de l'intérieur quand il y a ça fait ça. Les vagues de rire comme ça qui arrivent de façon métronomique tous les soirs sur la même scène. Ça c'est étonnant. Ça rassemble. Quoi, en fait, une très bonne écriture. Oui, mais oui. Et puis une universalité des sentiments, le rire, c'est universel. Puis c'est une libération, c'est aussi c'est un endroit où parce que ça peut faire peur. On dit souvent que le clown fait peur, c'est pour ça qu'il l'utilise beaucoup dans les films d'horreur. Le rire, c'est quelque chose de protecteur. Les gens rient parce que non, c'est pas possible un truc pareil. Enfin, c'est aussi où on se reconnaît. On se reconnaît. On éteint la lumière, on se reconnaît. Oui. Et en plus aujourd'hui, avec l'électricité, tout ce qui s'est passé avec la guerre en Ukraine et après avec vous avez intégré ces éléments-là, enfin c'était il y a un an cette première. Ils rentrent naturellement. Déjà là, mais je pense aujourd'hui ça nous parle encore plus. Mais c'est parce que c'est dans l'air du temps. L'électricité, de faire attention. Harpagon éteint les lumières. Mais oui. Tout est très agité. Plus cher. Tout est devenu plus cher. Par exemple, il dit reporte le plat et on va voir qu'est-ce qu'on peut redonner aux marchands. Je veux dire, aujourd'hui, c'est pour ça, je dis, même. Ça a bougé, vous pensez, par rapport à il y a un an? On parlait de cette subtile non, mais je pense que chose que sont les reprises. Qui va voir ça va penser que nous, ceux qui l'ont pas vu, ils vont dire, mais voilà, ils ont dû inventer ça, parce que c'est à l'air du temps, c'est, comment dire, ouais. Mais c'est fou, hein, d'ailleurs, pour avoir joué une pièce de Dario Fo qui datait des années 70, après là, c'était délirant, les rires. Et, moi, j'avais laissé Dario Fo en bas, dans ma bibliothèque, dans les livres, presque tout en bas, et je faisais même pour enlever la poussière. Quand on m'a proposé le rôle, j'avais oublié. L'existence de Dario Fo. Mais si, je savais, mais bon, pour moi, c'était un théâtre des années 70, ça parlait des années de plomb en Italie. Jacques Nichet l'a monté, faut pas payer. C'était un des plus grandes joies de ma vie et justement de force comique. Et tout le monde disait, il l'a écrit pour vous là, ça vient d'être écrit, c'est sorti, ça parlait aujourd'hui, c'était en 2000, je sais plus combien, en 2005, 6 par là, enfin il y a une vingtaine d'années bientôt, mais oh là là déjà, on va dire une quinzaine, mais c'était dément parce que les gens étaient absolument persuadés qu'il l'avait écrit là avec nous en mettant l'actualité. Dedans, alors que non, elle datait des années de plomb en Italie, dans les années 70, au moment des Brigades Rouges. Et c'est fou. Hein. Et Molière, c'est vrai que c'est là. Alors Molière, là, on peut pas se dire que ça vient d'être écrit, parce qu'effectivement, il y a tellement de répliques célèbres, en fait. Peut-être qu'on peut conclure là-dessus, c'est un exercice particulier de se saisir d'une réplique célèbre et de la faire sienne et de dire, bah voilà, ça c'est ma version à moi. Comme chaque acteur qui va se lancer dans Hamlet, il dit, à un moment, il va bien falloir que je dise être ou ne pas être, voilà. À un moment ou à un autre. Oui. C'est le cas avec Lamar. Ben oui, mais je crois qu'il faut l'humilité de se dire, voilà, on est des gens d'aujourd'hui, on va raconter l'histoire d'une manière, ici c'est celle que Lilo nous propose, et puis de se dire, ben oui, forcément, peut-être c'est une réplique qu'on va attendre. Eh ben, c'est une réplique. On s'en empare mais avec Lilo n'a humilité, peut-être pas. C'est une réplique quand on est français et qu'on grandit en France et qu'on va à l'école en France.
on connaît tous ces répliques en fait. On les mais a. Même on est en Suisse parce que là-bas, on était obligé de se coltiner Molière. Non, mais c'est évident. Ça fait partie d'un héritage culturel qui existe partout, qui existe en Angleterre. C'est pas seulement Shakespeare qu'on lit, on lit aussi Molière. Vice versa, c'est comme si on dit en France, on lit pas Shakespeare. C'est quand même. Mais c'est vrai que ça structure ça fait partie des choses que les enfants doivent apprendre par cœur à un moment donné. Ouais. Et les souvenirs d'estrade en cours de français, il faut monter devant les copains, faire une scène d'Harpagon, le malade imaginaire, souvent nous, c'était l'avare, le malade imaginaire. Je parle maintenant de mon enfance. C'était le malade imaginaire. Je me rappelle Toinette. C'est pour ça, évidemment, Molière, ça dépasse les frontières. C'est pour ça que je dis que c'est un grand. C'est un grand qui n'est pas écrasant. Non, pas pour moi, de toute façon. La peste soit de l'avarice et des avarices. Pas me dire oui. Non. C'est comme toutes les œuvres où il y a un passif. Il y aura toujours de la comparaison. Mais oui. C'est pour ça qu'il ne faut pas y penser quand on travaille. Il faut travailler l'essence même, le texte, revenir à l'essentiel. Et c'est ce que fait Lilo. Mais le texte, voilà. Et à partir du moment où on se replonge dans le texte, il faut oublier... on est dans une maison de fantômes. Donc, chaque pièce a ses fantômes, forcément. Ça fait partie du jeu pour vous, dans cette troupe. C'est-à-dire de vivre avec eux. Ils vous portent, mais ne pas se laisser... Non, ne pas se laisser impressionner. Par ça. Se dire, voilà, aujourd'hui, c'est moi qui vais le dire. Les fantômes bienveillants. Oui, c'est ça, oui. C'est ça qui est magnifique dans les œuvres classiques. Merci. C'est sans fin et que ça revient, et qu'on s'en réempare, et qu'on s'en réemparera demain. Et toujours. Ouais. L'avare, mise en scène L'Île au bord, du 2 juin, donc bientôt, au 23 juillet, salle Richelieu. Je dis ça comme une espèce de menace, mais non. Regardons en plus. C'est ma première pas sur la scène de Richelieu. Vendredi, on a le temps. On a déjà monté des spectacles en 3 jours. C'est toute une vie. Alors, avec Alain Longley, Françoise Villard, Laurent Stocker, Serge Bagdassarian, Bakary Sangaré, Anna Servinka, Pauline Clément, Jean Chevalier, Lise Lomo, Clément Bresson, Dominique Parent et les comédiens de l'Académie de la Comédie Française, Vincent Breton et Olivier Debache. Voilà, je ne peux que vous encourager à y aller. Et merci à tous les trois. Merci Lilo Bord, merci Dominique Parent. Voilà, votre première. Merci Françoise Gillard. À bientôt. Bonne semaine avec la Comédie Française.